défense des intellectuels. Voilà, mesdames et messieurs, Madame la Première ministre, un compte-rendu succinct des discussions que nous venons d'avoir, mais qui montre la vitalité, la profondeur historique et la détermination qui est la nôtre dans les relations bilatérales, régionales et l'engagement conjoint dans des combats mondiaux qui sont aujourd'hui les nôtres. En tout cas, merci beaucoup, Madame la Première ministre, chère Erna, d'avoir été aujourd'hui à Paris et de poursuivre cette visite sur les sujets que je viens d'évoquer. Thank you, Mr. President, and thank you for your warm welcome and your kind words and our very productive exchange. It was a meeting focused on common responses to crucial challenges in our time. I think our ties are strong between Norway and France, and I believe that our meeting today has contributed to strengthen them even further. In January 2015, I was in Paris expressing our common resolve in the Great Solidarity March after the terrorist attack. At your invitation, I was again in Paris last December at the One Planet Summit, expressing our common resolve in the defense of the Paris Climate Agreement. After your election as president last year, France has taken strong initiatives. Norway and France share common values, key interests, and see key challenges. We also share similar analysis of the main global and European issues and of the need of concrete follow-up action. And key challenges follows from climate change, threats against peace and security, poverty, as well as rapid technological transformations. And I think this requires solidarity and effective action at the international level. And together we can call for support to multilateral institutions and the rule of law in the future. So apart from biathlon and handball, we are strong yet friendly opponents in those areas. Beside them, I don't see any areas of disagreement between our countries. We have strong agreements on many of the issues that we discussed, including Norway's strong level of integration in Europe and attachment to the internal market, that we have common values and norms, the impact of preventing violent extremism and radicalization, the need for sustainable management of our oceans, and to continue the fight against extremism, ISIL, and strong concern for the senseless suffering we see in Syria. We welcome the Security Council's resolutions demanding a 30-day humanitarian pause. The hostilities must come to an end. Instead of speeding limit time on all issues discussed, I'd like to mention some particular follow-up areas as I see them. Regarding Brexit, I underline the importance of preserving the internal market and our participation as an equal partner through the EEA agreement. On European security, I would like to welcome France's Defence and National Security Review, including your clear re-engagement in Northern Europe and your commitment to NATO. We support an effort to strengthen European defence cooperation. Norway has lots to offer in this field, and we continue to stand in the first line of what EU develops its cooperation with like-minded third countries. I think we are agreeing that the situation in the Sahel regions requires more attention. I want to express my most sincere condolences for your 2 soldiers recently killed in Mali. The courage that French soldiers display in the fight against terrorism in the Sahel region is a service rendered to us all. And Norway increases its engagement in the region with several elements. The recent opening of a Norwegian embassy in Bamako in Mali, strengthening bilateral cooperation with Mali and Niger, renewed engagement in the UN force in Mali, MINUSMA, and a contribution of more than €1.5 million to the G5 joint force. And further discussion with France on a possible additional Norwegian support to promote security in the region. We will look forward to that. Norway and France remain fully committed to sustainable development goals and the implementation of the Paris Climate Agreement. And I would like to commend you for the successful climate summit in December last year. But I also understand your eagerness to see action after the speeches.
And we will continue our work with the Sovereign Wealth Fund to include climate risk consideration in a better way, and also to fulfill our demands after and our promises after the Paris meeting. And also building on the successful outcome of the Educational Summit, which you co-hosted in Dakar recently, we have also agreed to explore how we can work more closely together on education in Africa. I also told the President that Norway is ready to join the partnership against impunity for the use of chemical weapons initiated by France. We need to also collective action to combat work-related crime in Europe, and failure to undermine people's support for failure to do so will undermine people's support for European integration. I have recently taken an initiative in this respect, and I'm happy to see French support for that. So we have agreed to step up the work of modernizing our bilateral agreements relating to education and research. A lot of Norwegians have gone to different parts of France. Also the renewed agreement in Rouen in September, and we are looking forward to that, to learn more about French language, French way of living, and to get a better people-to-people understanding between our countries. All good cooperation starts with people-to-people understanding each other. This 100 years celebration of Norwegian students taking their baccalaureate in France are we looking forward to, as part of this people-to-people cooperation, and making even more people in Norway than me very fond of France. Finally, I would like to repeat a standing invitation to come to Norway, to visit, to learn a little bit more about the Norwegian society. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Nous allons prendre maintenant 2 questions. Thank you, President Macron. On behalf of the Norwegian press, one question. After Brexit, France will play an increased and more important role within the European Union, and you have set out to transform both France and reform Europe. How could Norway participate, contribute economically and in the form of enterprises, and also security-wise, both within the defense cooperation within the EU and also in French interest areas like Sahel, Mali and the Middle East? Bien. Vous avez raison de dire que le Brexit a amené en effet plusieurs pays de l'Union européenne à aussi contribuer davantage et inventer de nouvelles ambitions, ce que nous avons commencé à faire. Nous l'avons fait en matière d'Europe de la défense entre juin et décembre 2017, avec la création d'une coopération structurée permanente et d'un fonds européen en matière de défense qui va justement maintenant voir ses derniers développements dans le semestre à venir. C'est ce que nous allons continuer également à faire sur le plan économique, avec un marché unique du digital, avec des avancées en termes énergétiques et une ambition dont j'ai défini pour ce qui concerne la France les termes en septembre dernier à la Sorbonne. Dans ce contexte-là, à mes yeux, la Norvège a un rôle tout à fait structurant, parce qu'elle est un partenaire très particulier de l'Union européenne et parce qu'elle est membre de l'espace économique européen. Et donc qu'il s'agisse de sujets de sécurité, de sujets économiques, et y compris d'ailleurs des équilibres du marché unique, la Norvège a fait un choix qui lui est spécifique, elle est le seul dans cette situation, mais qui consiste à, quoique n'étant pas membre de plein droit, à pouvoir avoir accès et avoir en même temps les contraintes de ce marché. Je disais tout à l'heure, en termes choisis, que c'est d'ailleurs un point de référence pour la négociation du Brexit, mais il semble aujourd'hui que les lignes rouges définies par les Britanniques pour eux-mêmes les empêchent de rejoindre une situation à la norvégienne. Et donc, si la Grande-Bretagne confirme ses positions de négociation actuelles, elle sera de fait plus loin de l'Union européenne que ne l'est aujourd'hui la Norvège. Donc dans ce contexte, la Norvège a un rôle à plusieurs égards. D'abord, celui qui est le sien et qui ne bougera pas et qui ne sera pas impacté par le Brexit, d'un partenaire extrêmement privilégié avec cet accès tout à fait spécifique et ses propres contributions à l'Union européenne.
sur le plan économique et de ce qui définit le marché unique. Et dans ce cadre, je souhaite que nous puissions faire davantage, en particulier en matière numérique et entrepreneuriale, parce que c'est notre intérêt mutuel. Je pense que les avancées que l'Union européenne fera sur le plan du numérique sont de nature aussi à renforcer justement l'efficacité de cette relation. Ensuite, sur le plan de la défense, la Norvège est notre partenaire au sein de l'OTAN, mais a vocation à pouvoir également participer, quoique n'étant pas membre de l'Union européenne, à des initiatives concrètes, que nous pouvons structurer, c'est notre souhait sur le plan bilatéral, et que nous pouvons structurer à travers les actions qu'aura à financer le Fonds européen de défense, puisque celui-ci peut financer pour partie des projets et entreprises non Union européenne. Et nous l'avons fait justement dans la perspective des relations avec la Norvège, mais aussi demain de la Grande-Bretagne. Enfin, cette action, elle se structure aussi à travers les théâtres d'opération et les engagements que nous avons en commun, le Sahel étant un exemple pour moi très illustratif de ce sujet, mais également l'ensemble des combats internationaux que j'ai menés. Voilà pour moi le rôle de la relation bilatérale et régionale avec la Norvège, qui fait que dans le contexte qui s'ouvre, cette relation est encore plus stratégique à mes yeux qu'elle ne l'était hier. Avec un grand plaisir. Je viendrai. Et pas simplement pour jouer au handball ou à des sports d'hiver. Mais je veux vraiment féliciter en tout cas la Norvège pour la moisson de médailles obtenues. Je vais prendre une question. Dernière question. Oui, Michel Rose de Reuters. J'aimerais juste rebondir sur la question du Brexit. Jérémy Corbyn a changé sa position ce week-end et propose maintenant la création d'une union douanière avec l'Union européenne. Est-ce que c'est compatible selon vous avec l'intégrité du marché unique dont vous venez de parler, est-ce qu'on se rapproche plus d'un modèle à la norvégienne ou pas encore assez selon vous? Écoutez, pour ce qui me concerne, je ne vais pas faire des commentaires trop détaillés sur des positions de dirigeants politiques. Juste un commentaire de fait. Une union douanière, c'est une solution à la turque. Elle existe, c'est la relation que l'Union européenne a avec la Turquie. Donc, c'est une option possible. Elle a des contraintes et des avantages, mais elle ne permet pas le plein accès au marché unique néanmoins. Et là-dessus, il faut être très clair. C'est pour ça que je parlais du modèle à la norvégienne, qui est un modèle d'accès, mais avec respect des 4 libertés, juridiction de l'Union européenne et contribution au budget, ce qui est très différent d'un modèle d'union douanière qui existe en effet entre l'Union européenne et la Turquie aujourd'hui. Maintenant, il importe que le gouvernement britannique, qui est en charge des destinées du pays, précise sa position, et sur cette base-là, le négociateur européen aura à réagir et structurer la sienne, mais surtout nous aurons au mois de mars une position commune à 27 à prendre pour définir le mandat de négociation de Michel Barnier. Moi, je suis très attaché à ce que nous ayons cette coordination, cette unité dans la négociation. Nous l'avons eu pour la première phase, nous devons l'avoir pour la nature des relations à venir. Mais il importe que la Grande-Bretagne définisse évidemment ses choix. Madame la Première ministre, sur ce sujet. Well, the Norwegian model does have 2 things I think is difficult for the British. The 4 freedoms and the fact that there is an external body who makes rulings on whether we are following the lines of the 4 freedoms. And I think that's the challenging things when you look at the debate in Britain. That's also why I said I think it will be difficult for a country like Britain to accept a treaty the way we have it. I would have been happy if they had. I think it's the best thing if you are not members of the European Union because it's flexible, it follows the rhythm and the changes. But all of us who are politicians might understand that if there's a large referendum discussing the 4 freedoms, then accepting the 4 freedoms afterwards is a little bit difficult. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.